Bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'être venus si nombreux à la conférence de Subversive Film. Subversive Film est un collectif composé de 3 personnes, dont Mouhannad Yaqoubi qui est là avec nous, Rim Chelle qui est à Ramallah, qui s'occupe des enfants de Mouhannad Yaqoubi, et de Nick Deans qui est à Londres. Ce collectif existe et fonctionne entre Ramallah et Londres. Depuis qu'il a fait ses études de cinéma à Londres, Mouhannad s'est intéressé à trouver les films qui ont été faits par des Palestiniens pendant la période qui était connue comme la période de la révolution palestinienne, donc pendant les années fin années 60 jusqu'à 1982, 67 à 82, mais aussi les films qui ont été faits par des réalisateurs non palestiniens, militants, dans le cadre d'un cinéma militant. Et c'était un travail de recherche qui a pris beaucoup de temps. Et après qu'il ait trouvé ces films, le collectif Subversive Film a décidé de les numériser, et leur pratique interroge, elle met à disposition ces archives et interroge comment on regarde ces images aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'elles révèlent sur le passé et le présent. Et Mouhannad va, dans cette conférence, va partager un peu les projets de Subversive Film. Shukran. Thank you. Merci. Thanks, Rasha. Merci Racha. Thanks for the merci museum au and thanks musée for all et of merci you à vous coming tous d'être here, venus ici et d'avoir abandonné le soleil pour nous rejoindre et pour écouter cette présentation. Malheureusement, nous devions la faire avec ma partenaire Rim Chelle qui n'a pas pu être avec nous pour des raisons indépendantes de notre volonté. Nous développons ce travail depuis quelques années et ce travail est très étroitement mêlé avec notre pratique de travail sur le film lui-même. Donc c'était travail sur un film, sur la pratique du cinéma dans le cadre de la révolution palestinienne. Mais dans le même temps, nous avons été confrontés à beaucoup de documents et nous sommes beaucoup demandé comment présenter ces documents et comment en parler. Nous avons travaillé avec notre partenaire Nick Deans à Londres, avec qui nous collaborons depuis des années pour découvrir des nouveaux documents et pour les présenter. Et notre groupe Subversive Film s'est vraiment penché sur la question de comment traiter ces documents. Est-ce que c'est une question de distribution? Est-ce que c'est quelque chose qui touche à l'industrie? Comment est-ce que nous pouvons envisager notre propre pratique du cinéma? Personnellement, je suis un producteur en activité depuis des années et ça m'intéresse de voir comment ma génération produit des images et comment il est très important pour nous de regarder cette période et de la comprendre dans notre contexte. Donc, ce que nous faisons habituellement avec Rim, c'est que nous sélectionnons des images qui nous plaisent, des séquences tirées de documents et de films que nous avons trouvés, et ensuite nous passons ces images et nous répondons l'un à l'autre. Donc, on crée comme ça une espèce de dialogue en utilisant des outils visuels. Mais malheureusement, elle n'est pas ici aujourd'hui. Et hier, nous avons projeté le film Off Frame dans le cinéma ici. C'était une expérience très étrange de sortir de cette projection et de se demander comment est-ce qu'on parle après avoir vu un film. Quel rôle le film a-t-il joué? Est-ce que le film peut fonctionner en soi, tout seul? Est-ce qu'il doit être associé à un discours? Est-ce que le film est assez... est-ce que le récit est assez puissant pour être indépendant? Tout ça m'a fait réfléchir à ma pratique dans le développement de ce film. Donc ce que je vais faire, c'est vous montrer des bandes annonces qui vous montrent la manière dont nous avons développé ce film à partir de 2009 jusqu'à maintenant. Étonnamment, la première bande annonce
que nous allons voir contient la voix de Rim, qui joue la narratrice. Donc c'est un hommage à elle qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. « 1968, 1968, une année qui a résonné de changement au moment où le monde a compris les pouvoirs, les forces en présence. Beaucoup considèrent cette année comme un point de départ à la compréhension de la brutalité du système capitaliste moderne. Le monde traverse alors les derniers sursauts du colonialisme à travers le monde. Il était donc tout naturel que les Palestiniens soient exposés de manière centrale en tant que pays, jeune pays encore occupé. Les dirigeants de l'OLP ont très vite compris, dès 1964, l'importance des médias comme outil pour communiquer avec les masses. Cette prise de conscience s'est trouvée confrontée à l'enthousiasme des jeunes réalisateurs palestiniens qui ont monté l'unité du film palestinien, qui était l'arme cinématographique de l'OLP. Son objectif était de documenter la révolution et d'utiliser les images ainsi produites pour mobiliser les réfugiés palestiniens et rallier le support des publics arabes et internationaux. Deux des fondeurs de l'unité, Mustafa Abou Ali et Hani Jawarieh, se sont connus à l'école de cinéma de Annan entre 1965 et 1967. Cette école de cinéma était inspirée par le réalisme social et par l'école néo-réaliste, une combinaison idéale pour ces jeunes cinéastes qui développèrent alors leurs outils cinématographiques. Pendant ce temps, Sulafa Jadallah, que l'on considère comme la première femme caméraman arabe, passait son diplôme de photographie à l'université du Caire et le Fatah lui a demandé de rejoindre son bureau à Amman pour mettre en place un département de photographie. En 1967, Sulafa rencontre Hani et Mustafa à Annan. Ça, c'est en 2009. شجعت بانه يعني في مجال انه يشتغلوا مع بعض فطرحت الفكره على هاني بالوقت هذا اجى مصطفى حكوا مع مصطفى هاني اتفقوا مع بعض انه هم يعني يعملوا شيء زي يونت هيك يعملوا فيها تصوير للثوره. Alors étonnamment, vous voyez ici la première bande-annonce que nous avons faite en 2009 et elle a été projetée à Dubaï. Nous l'avons présentée au marché du cinéma de Dubaï où on avait reçu une bourse pour démarrer nos recherches et passer du temps entre Paris, Londres et l'Europe pour récolter des documents et comprendre leur importance dans ces pays. Et pour comprendre leur importance politique en tant qu'outil documentaire et quel a été leur impact dans la pratique du documentaire. Mais étonnamment, lorsque j'ai fini ce montage que nous avons passé hier,
J'ai relu le résumé que nous avions présenté avec cette bande-annonce en 2009. Le film est presque identique. C'est comme si il y avait eu tout un parcours vers la vérité, tout un trajet pour atteindre cette vérité. J'ai lu Le héros aux 1001 visages de Joseph Campbell, où il est question du voyage du protagoniste, du héros. Donc il s'agissait de voyager, de trouver des documents, de parler à des gens, à des mentors, des gens qui avaient traversé cette période, qui sont des magiciens, qui sont des gens qui ont perdu leur vie. Et donc nous avons appris auprès de ces gens, et tout ça nous a pris beaucoup de temps. Peut-être que la seconde bande-annonce, tout ce processus m'a beaucoup touché. A beaucoup touché la manière dont je regarde les choses aujourd'hui. Auparavant, je faisais des films qui montraient ce qui était devant moi. Il s'agissait de ce que l'on voit à l'image. Il n'y avait pas d'histoire en dehors de ce que l'on voit à la caméra. Mais avec ces recherches et ces documents, j'ai commencé de manière très, très pratique, très physique, à ressentir ce que cela signifie de participer à un cinéma de la Révolution et de cet engagement. Ce qui est drôle, c'est que après 6 mois de recherche et de lecture sur ces films et de visionnage de ces films, la révolution arabe a commencé. Bon, actuellement, il y a encore des troubles. Mais j'ai compris qu'il y avait eu un moment de la Révolution dans lequel les caméras étaient disponibles, étaient entre les mains des gens. Je veux dire, on parle de cinéastes indépendants, de cinéastes amateurs. Et la situation du cinéma de lutte était la même à l'époque. C'était une époque où les Palestiniens ont eu accès aux caméras 16 mm qui d'un seul coup étaient disponibles et coûtaient pas cher, étaient faciles à utiliser. Et les gens ont compris qu'ils pouvaient mettre en image, montrer leur histoire. Le problème, c'est que les gens ne pouvaient pas aller au cinéma parce que les cinémas, surtout les grandes salles, étaient équipés en 35 mm. Même les informations, les journaux d'information était imprimé en 35 mm. Même s'il était filmé en 16, il était projeté en 35 mm. Et donc, il y avait un contrôle, une mainmise de l'industrie, du cinéma, de l'État, qui faisait que les gens ne pouvaient pas montrer leurs images. Mais il y a eu toute une tradition d'utilisation du 16 mm dans le système éducatif. Et c'est pour ça que les gens utilisaient le 16 mm. Par exemple, aux États-Unis, dans les années 50 et 60, c'était projeté dans les salles de classe, en anthropologie, en ethnographie. Donc, une question, il ne s'agit pas seulement de révolutionner l'équipement, mais il y avait une révolution aussi dans les outils de projection. Il s'agissait de savoir comment contrôler, comment organiser une projection, poser un projecteur quelque part, mettre un drap et dire voilà, c'est un film, ce n'est pas juste un film éducatif, c'est un film que je vais montrer. Donc toutes ces discussions qui étaient en train de se passer, en particulier en Égypte, il y avait un mouvement très actif. J'ai travaillé avec un mouvement de cinéma qui s'appelle Mousserine. Nous avons eu des réunions, des discussions. Nous avons parlé de ce que tout ça signifiait. On a regardé ces documents et on s'est demandé de quoi est-ce qu'il s'agit là. Est-ce que c'est le message politique? Est-ce que c'est la valeur documentaire? Comment est-ce qu'on peut mobiliser le public? Toutes ces choses étaient en train de se produire. Et donc, à la suite de tout ça, nous avons fait une nouvelle bande-annonce.
Après leur diplôme, les jeunes réalisateurs sont retournés en Jordanie à Amman. À l'époque, Mustapha était revenu et ils se sont mis d'accord pour mettre en place un groupe pour documenter cette révolution. En 1968, le Palestine Film Unit est mis en place. J'ai rencontré les travailleurs sociaux. Ils récoltent des dons offerts au camp. J'ai toujours voulu envoyer un don à mes braves frères. Je m'appelle Aïda Al-Sheikh, j'ai 10 ans. L'armée du peuple ne peut vivre et continuer que s'il y a un effort pour développer la capacité révolutionnaire du peuple. Ça veut dire créer l'organisation d'une milice populaire. Ils ont filmé toutes les opérations militaires sur le Jourdain et ils ont parfois filmé les combattants avant qu'ils aillent au combat. Et quand il y avait des morts, ils filmaient les enterrements. Depuis le tout début, c'était très clair pour eux que le but de leur film était de diffuser les idées révolutionnaires. La première fois que la lutte palestinienne est reconnue par les médias mainstream américains. J'ai retiré la voix off, donc il n'y a plus cette voix off didactique qui explique ce qui se passe. Voilà, on a essayé de trouver des moyens un peu plus créatifs de diffuser ça. Et donc ensuite on a eu une grosse discussion qui était autour de qu'est-ce que ça signifie d'apparaître dans un film comme celui-ci. On dit toujours il faut qu'il y ait une histoire personnelle. Alors bon, si j'étais de la famille de Mustapha Ouali, j'aurais peut-être fini le film en 2 ans, parce que ça aurait été une histoire personnelle. Mais comment est-ce que je peux faire ça si je ne fais pas partie moi-même de cette histoire ? Et c'est devenu une idée insistante d'essayer de trouver des gens qui aient des connexions avec cette histoire. J'ai commencé à demander à mon père, est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui est un martyr, qui est mort dans la Révolution? Il me faut ça, c'est très important. Et malheureusement, bon, il y en avait un, mais c'était un membre de ma famille très éloigné. Mais en tout cas, j'ai trouvé assez frappant, en ce qui concerne la position de ma famille dans cette période, je me suis dit, est-ce que ces images de la révolution palestinienne, on ne peut pas nier que ces images nous permettent de projeter une image de nous-mêmes. C'est grâce à ces images que nous nous connaissons nous-mêmes et que les autres nous connaissent. Mais en tant que Palestinien, qui n'a pas participé à la révolution, je me demandais, est-ce que je me connecte à ces images comme n'importe qui, comme quelqu'un qui viendrait de n'importe où? Est-ce que moi je vois ces images comme un exemple d'un combat, d'un peuple opprimé? Mais bon, moi-même je suis encore opprimé. Et moi-même je fais face actuellement aux mêmes questions. Et le fait, en voyant ce qui se passait, c'est un peu comme une fenêtre. Même s'il y avait beaucoup d'éléments de propagande, c'est un produit de son époque. On ne peut pas nier que c'est le cas. Mais quand on éteint le son et qu'on commence à regarder ces images, c'est là qu'on voit les personnes, les humains auxquels on sent une connexion. On reconnaît les visages. On voit par exemple, je vois ce type. Il y a un moment une femme qui traverse un pont. J'ai découvert qu'elle ressemble à beaucoup de gens de Ramallah. J'ai découvert qu'elle venait de Ramallah.
Et ça, j'ai seulement pu le voir au moment où on a coupé le son. C'est en coupant le son qu'on a découvert qu'il y avait ces gens qui attendaient d'être vus. Ces gens, ils savent qu'ils sont filmés. Ça, c'est important. Les gens savent qu'ils sont filmés, mais ils font partie d'un rêve et d'un espoir. C'est toujours le son qui nous détourne du rêve. Et maintenant, on le voit sur les visages des gens. Let me see this trailer. It's the same thing. Maybe because there was like 2, 3. Yeah, it's almost the same one. Oui, c'est presque le même, celui-là. Yeah. Now, okay. C'est très difficile pour moi en tant que Palestinien. Avec mon passeport palestinien, c'est difficile d'aller au Liban. Et j'avais une opportunité d'aller au Liban et de rester là-bas pour faire des recherches dans le cadre d'une résidence. Et après un très long processus, 3 mois pour avoir un visa, j'ai eu mon visa, je suis allé au Liban. Et le Liban, c'est encore une autre histoire que Ramallah. Au Liban, j'ai arrêté de voir la révolution comme un corps unique. Et la production elle-même n'est pas en un seul morceau. Il y a des phases. Donc il y avait une période à Amman où c'était l'euphorie, le rêve, les possibilités. Les gens, d'un seul coup, prennent conscience qu'il leur arrive quelque chose. J'ai vu des images, par exemple, où on voyait une table dans un camp, où il y a un papier sur la table et des mitraillettes derrière. Et les gens signent le papier pour prendre les armes. Donc c'est le moment où les gens ont la foi. Et bien sûr, quand ils ont été confrontés à la réalité, il y a eu un moment où c'était soit eux, soit le roi. Et une décision a été prise, évidemment. Et les gens se sont retrouvés confrontés aux dirigeants de l'OLP et confrontés à de très gros obstacles. Et ils sont partis au Liban. J'aime bien la description qu'a fait Elias Sambar de ce mouvement. C'était comme aller du désert au paradis. Et c'est exactement ça. Amman, c'est un endroit qui est sec, où beaucoup de gens vraiment luttent pour survivre. Tout repose sur une économie de réfugiés. C'est un endroit un peu étrange. Et d'un seul coup, se retrouve à Beyrouth, où là-bas il y a toutes les oppositions arabes, tous les opposants arabes du monde entier, tous ces intellectuels. Tous les jours, il y a 30, 40 journaux qui sont imprimés à Beyrouth. Et d'un seul coup, les Palestiniens se retrouvent dans cet univers. Ce moment-là a eu un effet, et moi-même j'ai ressenti cet effet en allant là-bas. Mais en même temps, à cause de l'histoire accumulée à Beyrouth et au Liban, je me suis retrouvé un peu embrouillé, un peu confus, un peu perdu. Vous verrez dans cette bande-annonce, peut-être vous vous rendrez compte de mes difficultés pour comprendre Beyrouth. En plein milieu de la guerre civile libanaise, un groupe de cinéastes a réussi à sortir 30 000 mètres de négatifs de Beyrouth. Jusqu'à Rome. À l'origine, nous sommes des combattants. Enfin, après 24 heures, nous sommes arrivés à Chypre. J'ai attendu une semaine avant de réserver un vol pour Rome. À l'aéroport, les films ont été confisqués pour une semaine. C'était comme attendre en enfer. Les négatifs allaient s'abîmer s'ils n'étaient pas développés. Extrait du journal de Mustapha Abouali.
Le problème, c'était dans tout ce travail de recherche, et particulièrement à Beyrouth, la difficulté de faire des recherches, essayer de voir un endroit, on sait déjà le résultat de ce qu'on va trouver. I mean, Et le I résultat, only can describe a photographer. He took me to. We went together to j'ai see rencontré un photographe qui where m'a the emmené PFU, the Palestine voir Film Unit, Palestine Film où était Institute basé le place was. PFU. And on the way, we passed through Et en Sabra chemin, Chatella. His name is Ramzi Haidar, on and a he was one of the rencontré, first people to enter ce Sabra personnage qui Chatella était un and des take premiers photographs. And hommes à we walked photographes à inside rentrer the à camp. Sabra et Shatila He et à was prendre des walking like photographies. not On est straight, rentré dans ce camp, walking like this, going il like marchait that, pas droit, going like this. il faisait And des zigzags when I comme asked ça. him why, he said, "Yeah, I J'ai mean, I demandé still see pourquoi, il here m'a was dit- a body, there was a body, there Il was me a body. dit, I mean, I je still me see souviens that encore happening qu'ici il front y avait un of me cadavre, ici every il y avait day. un I mean, cadavre. Je especially vois when it encore comes les to him, cadavres et je vois encore really ces images devant moi when tous les he jours, walks in comme that. si ça m'arrivait It's encore. kind Donc je me rendais of, compte quand je le how can voyais we qu'il deal n'arrivait with pas à marcher droit. Donc la such question, c'est images? And I comment was est-ce qu'on like, fait I can't pour put faire that face à des images pareilles. in the film. I mean, C'est how quelque to chose que j'ai build pas up pu a mettre story dans le that film. Comment peut-on construire there une is histoire? no anymore. It's not a struggle for. I mean, Il s'agit pas d'un- it's not a struggle for return D'un combat anymore. pour There was a whole revenir chez struggle nous. about Il s'agit power plus de ça. position, Il y avait about toute une lutte qui portait it's a sur les political, positions de ideological pouvoir. like fight Mais between c'est un combat different politique, parties in idéologique Lebanon, and entre we were différents partis in au the middle Liban. of that, forced, I Et would say, nous not nous retrouvions au milieu de tout intentionally. ça, un peu de manière forcée. En tout But cas, ce then, n'était pas where is notre that intention. taking us? What kind of image are we producing about Mais ourselves où est-ce que tout ça nous emmène et from Tel quel genre Za'atar, d'image from, going to Damour, produisons-nous going to de nous-mêmes places en that- allant dans des yeah, endroits it's comme kind of Damour? a block in our C'est memories. comme un and, bloc it dans nos brings a lot. souvenirs. It always becomes a bridge when you're kind of talking in the Et Lebanese context. Quand on parle I dans ce didn't know contexte how, libanais, to deal il with- s'agit to toujours deal de with it. construire And des ponts. for me, Je ne savais I pas trop felt, comment there was traiter tout ça. in Lebanon, the production in Lebanon it became more Au Liban, institutionalized la somehow. production est devenue And un peu it's plus basically institutionnelle. following, the direction of the PLO leadership of agreeing Ça or changing the correspondait manifesto finalement of aux the PLO directions of, de l'OLP qui all devait Palestine to any approuver part les of Palestine. manifestes. So it's now about proving to the world that we can build Donc il institutions. s'agissait de And the prouver cinema au monde became que a tool nous sommes capables de within produire des that, institutions et le that cinéma body. est devenu un I outil mean, au sein de ce processus. But the images stayed incredible. Like Et when les we images look at, étaient toujours at the films that incroyables. are made in Quand on regarde des films qui ont 78, été faits 79, not mainly en by 60, Mustafa or the en Mustafa Abu Ali 78, or Hani or pas PFU, forcément par mainly Mustafa from Abu Ali, mais international and Arab filmmakers. aussi par des Still, like, réalisateurs okay, we can see internationaux ou the arabes. trial for On voit qu'il y a institutionalizing the cette revolution and aspiration building up à institutionnaliser la, the system la for, révolution, à for, développer un système de santé, orphanage, the social support des system that the PLO orphelinats, was des building in systèmes Lebanon. de These are sécurité really sociale all que great stuff. l'OLP développait au But, Liban. Tout ça, c'était un travail très important. It just lost the flame. Mais à ce moment-là, ils avaient perdu la flamme, ils avaient perdu la révolution. Il ne s'agissait plus d'une révolution, il s'agissait de prouver que nous, en tant que peuple, en tant que groupe, nous avions le droit de représenter les Palestiniens. We can show that we have the Il right s'agissait to de have a montrer state and we can build it, que even nous if avions that le droit project d'avoir un failed. État et I que mean, nous avions le droit de le and construire. that's Et one même of si ce the, projet a stunning, échoué, like, stunning scenes in, c'est Monica une scène Maori's très belle film about dans le the film Red de Crescent. Monica It's an Maori interview sur with, le Youssef croissant Araki made rouge. in 79. C'est une interview And qu'elle a they say, faite we en know we are 1979 et ils building disent something that is nous subjected to savons que nous destruction, construisons quelque but we chose are qui still peut building it, potentiellement as être a détruit, model mais nous for the continuons next à le state that we are construire building, parce que c'est un which is- modèle pour yeah, we saw the la model, prochaine étape de notre construction. today. Nous avons vu ça aujourd'hui I'm dans son obviously film. trying to just go through the history of doing this film and research and J'essaye de vous faire voir les étapes du développement de ce film et de cette recherche. yeah. Now this is one interesting story. Voilà une histoire intéressante. That's one story I thought at the end. Une maybe histoire I à would laquelle make the j'ai whole pensé. film around it, which was Je pensais peut-être after faire the le civil, film like autour de the cette histoire. 2 years war, Après from la guerre 75, de 2 ans, de 75 à 77 au Liban, Mustafa, the Institute of Palestine Cinema, with the collaboration with the Mustafa Communist, de Lebanese Communist l'Institut Party, had du accumulated film a lot of palestinien negatives avec le Parti that they communiste couldn't develop because libanais the lab avait that accumulé they were beaucoup de developing négatifs in, qu'ils n'arrivaient pas à it's called développer. Baalbek Studio, which was Parce que le closed. laboratoire I mean, qui it's devait not closed, développer but it's ces not accessible. négatifs It's in the était east fermé. part Il n'était pas of accessible. En Beirut, tout cas, which il is était dans la under partie the orientale de Beyrouth, phalangists, qui était tenu par les using phalangistes. their terms.
pour utiliser leurs termes. Et donc cette zone était contrôlée par eux et c'était très dangereux. Et donc c'était intéressant. Je n'ai pas les lettres ici, mais c'était intéressant de voir comment l'Institut envoyait des lettres. On demandait au laboratoire de leur envoyer les bobines des films. Et le laboratoire a été détruit. Et donc je pense que même la destruction des archives a même commencé avant 82. Ça a commencé à partir de 75. Beaucoup de ces documents n'étaient plus accessibles. Et donc ils avaient environ 30 000 mètres de négatifs, principalement des alpha-chrome, qui ne pouvaient pas être développés à Beyrouth ou dans les pays arabes. Donc le seul moyen, c'était de les sortir et de les emmener quelque part en Europe. Et avec le Parti communiste libanais, ils ont réussi à faire des connexions avec le PC italien et qui étaient d'accord pour coproduire, pour faire une coproduction. Bon, c'est ce que coproduction voulait dire dans les années 70, c'est-à-dire amenez-nous les bobines, on vous les développe, on vous donne une pièce et vous pourrez faire le montage. Et déjà, c'était beaucoup. Mais cette histoire symbolise assez bien tout ce processus. La question, c'était comment faire pour sortir toutes ces bobines de 30 000 mètres de films. L'aéroport était contrôlé par les Syriens et c'était difficile de faire passer ce genre d'objets, tout était contrôlé. Mais l'OLP, dans le cadre de son travail pour développer une base pour l'État, ils avaient développé le port de Saïdoun Mina. Et donc Mustafa et Nahla Shahal, qui était avec lui, qui était Randa Shahal, qui est une cinéaste libanaise. Elle est allée avec lui faire ce voyage. Ils ont pris les bobines de Beyrouth. Ils ont attendu là-bas. Je me base sur ce que Mustafa a écrit dans un des journaux qu'il a publié dans un magazine à Beyrouth. Et là, il raconte, quand il demandait pourquoi est-ce qu'on peut pas passer, maintenant, on lui répondait, il regardait en l'air et il disait on attend que le temps soit bon. Le temps soit bon, ça voulait dire surtout que la mer soit vide et qu'il n'y ait pas de bateaux israéliens qui les gênent. Et donc ils ont attendu 24 heures. Et à ce moment-là, ils sont partis et ils ont été attrapés par les Israéliens qui les ont arrêtés. Évidemment, ils ne travaillaient pas avec les Libanais ou les Arabes, ils travaillaient à partir de Chypre et de la Grèce. C'est là où se trouvaient les gros bateaux qui faisaient parvenir les matériaux à la Révolution. C'est vraiment une métaphore très directe qui est fascinante. Les négatifs suivaient finalement les mêmes routes que les armes. C'est un peu comme si le film devenait plus dangereux que les balles des fusils. Et c'est ce qu'écrit Mustafa. Donc les Israéliens ont arrêté le bateau, mais ils ne sont pas entrés dans le bateau. Et il était là assis et il écrit « Je me suis senti tellement humilié. Ça ne m'était pas arrivé depuis Amman. » Il se rappelait à Amman le moment où il y avait où ils se construisaient leur identité, tout était neuf, tout était frais. Et donc, il se comparait à ce moment-là. Et il disait, bon, il raconte, ça s'est bien passé, on a réussi à arriver à Chypre, et on a réussi à amener les bobines à Rome et à les faire développer. En fait, je voulais faire un film sur cette histoire au départ. Au milieu de la guerre civile libanaise, un groupe de cinéastes a réussi à sortir du pays 30 000 mètres de négatifs de Beyrouth jusqu'à Rome.
التل وتحت التل واسأل عنه الريح تندل إن الزعتر يختصر الزمن فينبت في الماضي والحاضر والمستقبل L'idea di questa generazione di giovani combattenti che il popolo palestinese ritorna alle proprie speranze. La generazione nata nei campi, la generazione che arriverà al mare. Le palestinien est impitoyable. Ici, on s'entraîne à tir réel. Pour plus d'1% de perte. Mais naturellement beaucoup plus. Quand il s'agit de franchir la frontière d'Israël. En 1968, la première unité de film révolutionnaire est créée. So yeah, it's I don't know. So the material in Rome. Et donc ces documents à Rome, well, the story after that became. ce qui s'est passé ensuite, I didn't feel that it was the story. je me suis dit que c'était pas vraiment l'histoire qu'il fallait raconter. Surtout que ces documents étaient de trop mauvaise qualité. Il s'agissait plus de matériaux qui documentaient la guerre. Et c'était en fait le moment où je me demandais, est-ce que je suis en train de travailler sur des archives ou est-ce que je travaille sur des films? Et ça, c'était très important pour moi de le savoir à ce moment-là. Parce que comme vous le voyez, il y a des images qui viennent de l'Institut de l'INA, des archives de l'autorité palestinienne. What did I kind of felt I don't want to deal with Russia's because Russia is a direct documentation of reality. Of course, it has a documentation of the moment. Sur des documents, des images qui documentaient la réalité. Behind the camera and what is the situation with them and where they had accessibility or. But also, I was interested in the editing. Ce qui m'intéressait, c'était aussi le montage, la manière dont les films étaient montés. Et c'est ça qui m'a fait revenir à la décision de ne travailler que sur des films. Aujourd'hui, quand on voit toutes ces images, ces films, on voit l'histoire de la révolution palestinienne à travers l'image, à travers le cinéma. Et les images ne sont pas seulement des images, elles ont été créées par des gens qui les ont fabriquées. Là, vous voyez les gens, Godard fait partie de ces gens. Et ces films fournissent des clés pour comprendre comment aujourd'hui comment nous traitons notre travail. Aujourd'hui, dans le contexte du numérique, tout le monde arrive avec 50 heures, 60 heures de rush. Quand c'est numérique, tout est filmé. Les processus de travail sont différents. On arrive à avoir plus de matériaux et à choisir. Mais c'est fascinant de se demander combien d'images est-ce qu'on jette à la poubelle et combien de ces sources, de ces documents, qu'est-ce qui a survécu des bandes annonces et qu'est-ce qui est resté jusqu'à la fin. C'est les images qui sont restées dans le film au bout du compte. Et de même, l'histoire de la Palestine est une histoire faite de ruptures. L'arrivée d'Allenby, 48, 67, Oslo, même Oslo est une rupture dans notre histoire. Je pense que cette rupture se reflète même dans la manière dont nous faisons des films.
Et c'est quelque chose qui nous porte à nous demander comment ralentir un petit peu pour regarder ce que nous faisons et ce que nous représentons. Il y a ce film qui s'appelle Godard en Amérique, qui est excellent. Godard dit « Nous produisons trop d'images, mais nous n'entendons pas ». Bon voilà, je crois que c'est tout. J'espère peut-être vous voir bientôt. Merci. Si vous avez des questions. Any questions? I think. Any questions? Ah. Je me demandais dans quelle mesure vous-même et votre famille avez été... À un moment, vous vous posez la question de savoir si votre famille s'est retrouvée impliquée dans la Révolution. C'est une question très intéressante pour une personne française, parce que nous, en tant que Français, nous nous identifions beaucoup à notre Révolution. Évidemment, moi, je n'y étais pas. Mais je me demandais, la documentation que vous avez faite sur tous ces films que vous avez réussi à voir, vu d'ici, on a l'impression que la révolution palestinienne est actuellement l'essence même de l'identité palestinienne. C'est dur pour nous de comprendre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'identité palestinienne se définit principalement par la révolution et par le combat, ou est-ce qu'il y a plus à voir, et peut-être même dans vos films? Pour commencer, bon, c'est une question. Il y a une tendance dans les films documentaires, surtout dans notre région. On vous demande quelle est votre histoire, il faut raconter sa propre histoire. Et c'est bien que le documentariste devient un narrateur d'histoire, un conteur. Et je trouve qu'il y a peu de films qui arrivent à être cinématiques et à raconter une histoire. Pour moi, de mon point de vue, en tant que cinéaste, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur les images et de les combiner d'une manière qui raconte une histoire. Je trouve qu'on perd un petit peu, enfin on perd pas, mais je pense que dans ma situation, je n'étais pas capable de raconter une histoire depuis un point de vue personnel, ce qui n'est pas mal, parce que c'est une question qui se pose à beaucoup de gens de ma génération. Quel est notre lien à ces images? Oui, il s'agit d'une identité pour beaucoup de gens de l'extérieur, mais par exemple, un Palestinien qui vit à Selwad, qui vit dans un village où son grand-père était agriculteur, ils ne sont pas concernés par les mêmes questions que les réfugiés. Donc pourquoi est-ce que ces gens s'identifieraient à cette image-ci? Très certainement. On ne parle pas que des réfugiés et du droit au retour, mais par exemple quand on développe l'image d'un héros ou l'image d'un modèle auquel on veut que les gens aspirent, c'est ça le genre de produit. C'est le fruit de notre époque. Si on regarde ce qui s'est passé autour par exemple, des mouvements de solidarité sur la guerre du Vietnam, ou des mouvements des droits civils, ou de toutes les luttes anticoloniales, on voit beaucoup d'échos et beaucoup de similarités. Et tout ça, finalement, devient notre identité, devient la manière dont les gens nous perçoivent.
D'une certaine manière, on est toujours stigmatisé. La question, c'est moi, quel est mon lien à tout ça et comment est-ce que je peux prendre sur mes épaules et comment je peux me donner le droit de digérer, de reproduire ces archives dans le contexte moderne. C'est mon droit comme celui de n'importe qui d'autre. Et je pense que nous avons essayé beaucoup de solutions et je pense que personne n'a une réponse à cette question politiquement. Je sais qu'on peut prendre une position, on est tous d'accord sur la question des droits, mais la question c'est le comment. Est-ce que c'est à nous, le peuple, de faire le lien entre les différents fragments de cette identité pour produire une nouvelle identité? Tout ça, c'est des éléments de cette identité, mais ce n'est pas l'identité dans son entier. Ça fait partie de nous, mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas la totalité, ce n'est pas nous entièrement. So I'm curious, you have Nick Deans je suis curieux, il y a Nick Deans qui fait partie de votre collectif, il est anglais, il n'a pas de lien, il n'a pas de sang palestinien. Quel est son lien? Qu'est-ce qui l'a amené à travailler sur ces matériaux? Pourquoi est-ce qu'il fait partie de votre collectif? Nick Deans est le cofondateur du festival du film palestinien à Londres et qui existe depuis 15 ans. Il s'est arrêté il y a 2 ans. Et à partir de là, Nick a cette attitude d'universitaire. Il est très détaillé, il a une approche très détaillée sur ce qu'il voit en face de lui. Et quand il a commencé à recevoir des films pour son festival, et il connaissait beaucoup de choses sur le cinéma palestinien et sur le Moyen-Orient. C'était plus facile, il avait beaucoup de matériaux sous la main, il nous a beaucoup aidé. Le fait qu'il soit à Londres, ça voulait dire qu'il avait accès à beaucoup d'archives sur la période postcoloniale. Donc c'était très naturel de parler avec lui et de développer des choses ensemble. Hey there, Mohamed. Thanks for your presentation. I wanted to ask you about your relationship to the title of the film. Parler de ton rapport au titre du film. Je trouve ça intéressant que le titre reste finalement de 2009 jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de prendre le point de vue d'un des films sur lesquels tu as travaillé. Donc je me demandais qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est resté le même dans ton travail sur ce film et qu'est-ce qui a fait que tu as gardé ce titre. Hors cadre, ce n'est pas un titre, c'est une méthode, une manière de regarder les matériaux. On regarde un cadre, une image en pensant directement, consciemment, qu'est-ce qu'il manque de cette image. Cette méthode, ça aide à comprendre beaucoup de circonstances de l'existence d'une histoire qui n'est pas enregistrée. Elle est là, on sait qu'elle est là, mais il faut aller regarder derrière les images que l'on voit. Il faut regarder hors du cadre pour voir cette histoire. Donc tout ça, ça ouvrait une discussion autour de la production des images et la manière dont elles nous affectent. Qu'est-ce qui conditionne tout ça? Est-ce que c'est les machines qu'on utilise, les méthodes de travail? Je ne suis pas du genre à faire une séparation entre le contexte et le contenu. Je pense que tous ces deux éléments sont très étroitement liés. Les outils que nous avons, évidemment, je suis un ingénieur en mécanique au départ, donc je pense aux outils. Et souvent, les outils nous guident. Ce sont les outils qui nous donnent accès à de nouveaux matériaux. On est limité par notre process de travail, donc ça conditionne ce travail. Ça m'intéresse de voir comment cela est représenté politiquement et socialement. Donc cette méthode, cette façon de regarder, consiste à toujours poser des questions. Où est-ce que tu étais? Quelle caméra as-tu utilisée? Avec qui tu travaillais? Donc mon processus, c'est toujours de regarder les images une nouvelle fois. Et ça me permet de, quand on revoit le même cadre avec toutes ces questions en tête, d'un seul coup, on revoit ces images d'un œil nouveau.
what they call it, like, on commence à comprendre. You solidarate with the person behind on commence à ressentir une solidarité avec la personne qui est derrière l'image. Et on se demande comment est-ce que je peux faire un lien avec cette personne. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que c'est un message, un appel au secours dans une bouteille que je dois transmettre? Est-ce que je dois le déplacer ailleurs? Est-ce que je dois être comme un cinéaste et faire ce film et puis après passer à autre chose? Il y a tellement de cinéastes qui sont hantés par ces images. Leurs vies parfois ont été détruites parce que question especially of that time in the 60s and 70s and thinking am I looking at myself in the future? Parfois je me dis est-ce que ça ce sera moi plus tard? Thank you very much, Mohamed. Thank you. Merci beaucoup tout le monde.